السلام عليكم. معكم مراد بروف دو سيونس. مرحبا بكم مرة أخرى. حبيت قبل ما تشوفوا الفيديو هذا الكور هذا concernant la régulation de fonctionnement testiculaire حبيت نعطيكم juste quelques remarques à propos de اللي باش تشوفوه في الفيديو هذا. alors الملاحظة الأولى شنو هي؟ أنه تو تشوفوا اللي البريزونطاسيون تاع الكور حاولت باش نبسطها برشا، حاولت زاده باش تكون ان بو لونت، نمشي بالسياسة بشوية بشوية، دونك الطون نتاعي باش يكون لون شوية، وهذا باش نخليه حتى زملائكم اللي مازالت عندهم مشكلة في اللونغ باش يتبعونا ويفهموا معانا. باهي، هذا من جهة أخرى تو لي نوفو مو اللي باش تلقاوهم راهو باش نفسرهم لكم بحول الله، باش تلقاوهم مفسرين، دونك نورمالمون ملقاوش مشكلة في الحكاية هذه. الملاحظة الثالثة أنه في الكور هذايا vous aurez 3 activités d'analyse. تعرفوا لي الكور نجمو نعطيوه suite à des activités et donc باش نستغلوا احنا 3 exemples تعرفوهم، باش نعملوا في كل exemple un exemple de un type d'analyse. Exemple الثاني analyse de schéma, analyse puis exemple الثاني analyse de texte et puis analyse de courbe. D'accord? باش تفهموا comment faire l'analyse de courbe, comment faire l'analyse de schéma ou l'analyse de texte. بتبع juste des exemples خاطر في كل الحالات on aura suffisamment de temps باش نرجعوا les exercices هذاك باش نخليو لها وحدها برنامج وحدها pour les exercices نرجعوا لهم en détail دوكم موضوع آخر. alors بالنسبة ذي حاجة الأولى. حاجة الثانية بعد الفيديو هذايا باش نحضروا لكم une autre vidéo باش نحكيو comment préparer un résumé de cours d'une manière générale، نحكي في السيونس بالطبيعة، et باش نشوفوا بالضبط فيما يخص le chapitre 1 fonction productrice masculine. باش نعطيكم des méthodes à appliquer et soyez sûr ce sont des bonnes méthodes اللي برشا طبقوهم قبلكم ومشيتوا معاهم بالكدا وعاونتهم في l'examen de bac. donc voilà هذا اش عندي ما نقول. ربي معاكم وإن شاء الله مشاهدة باهية. السلام عليكم، مرحبا بكم. On commence donc la deuxième partie de ce premier chapitre de fonction reproductrice masculine, la régulation du fonctionnement testiculaire. Eh bien, vous savez que chez l'homme, les testicules réalisent 2 fonctions. La fonction exocrine qui consiste à la production de spermatozoïdes, et puis la fonction endocrine qui consiste à la sécrétion de la testostérone. Alors, cependant, chaque jour, il y a des pertes, que ce soit de spermatozoïdes. 10 millions de spermatozoïdes sont perdus chaque jour, d'une manière ou d'une autre. La testostérone est une molécule qui est constamment dégradée au niveau du foie. Pourtant, malgré toutes ces pertes journalières, c'est-à-dire que ce passe chaque jour, malgré toutes ces pertes, chez un homme normal, le nombre de spermatozoïdes ainsi que la concentration de testostérone garde toujours une valeur moyenne normale. Alors, comment peut-on expliquer ça? En effet, ceci ne peut s'expliquer que par le fait qu'il y a dans l'organisme un système qui règle d'une part le nombre de spermatozoïdes et d'autre part la concentration de testostérone. C'est-à-dire, lorsque le nombre de spermatozoïdes diminue, ce système agit au niveau des tubes séminifères pour activer la spermatogenèse. D'autre part, si la concentration de testostérone qui circule dans le sang diminue,
eh ben, ce système doit agir sur les cellules de Leydig pour qu'elles sécrètent de la testostérone. Et donc, enfin, ce système, qu'est-ce qu'il fait? Il règle le nombre de spermatozoïdes et la concentration de testostérone. C'est pourquoi, d'ailleurs, on l'appelle un système de régulation. Alors, notre objectif dans cette partie serait de déterminer les organes qui appartiennent à ce système, d'une part, d'autre part, de comprendre le fonctionnement de ce système de régulation. Alors, en effet, des observations cliniques ont montré que des lésions, c'est-à-dire des modifications anormales, qui ne sont pas normales, qui peuvent avoir lieu, par exemple, suite à des accidents. Donc, des lésions ayant lieu au niveau de l'encéphale, du cerveau, ce que vous voyez devant vous, exactement au niveau d'une zone qu'on appelle l'hypothalamus, ou d'une glande qu'on appelle l'hypophyse, eh bien, ces lésions peuvent être à l'origine, peuvent provoquer des perturbations, voire des troubles du fonctionnement testiculaire, et même parfois un arrêt total du fonctionnement des testicules. L'hypothalamus avec l'hypophyse forment ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. Voilà l'hypothalamus en relation avec l'hypophyse. Alors, notre objectif sera donc de déterminer le ou les rôles, si vous voulez, d'une part de l'hypothalamus et d'autre part de l'hypophyse, exactement l'hypophyse antérieure, cette zone-là, ce qu'on appelle l'hypophyse intérieure. Vous savez déjà ce qu'on appelle l'hypophyse postérieure, ce que vous avez vu l'année dernière. Alors cette année, on va plutôt s'intéresser au rôle de ce qu'on appelle l'hypophyse antérieure. On commence donc par l'étude du rôle de l'hypophyse, cette petite glande. La première expérience consiste à une ablation de l'hypophyse. L'ablation, je vous rappelle, c'est l'élimination de l'hypophyse. Alors l'animal devient ce qu'on appelle hypophysectomisé. Alors, chez cet animal, on a observé une atrophie des testicules, c'est-à-dire que le volume et la taille de ces testicules a diminué, avec régression des tubes séminifères. Donc, les tubes séminifères, leur diamètre devient très petit, et avec des cellules de Leydig qui forment le tissu interstitiel très peu développé. La production de spermatozoïdes ainsi que de la testostérone s'arrête. Alors, les testicules représentent quoi ici? Représentent des caractères sexuels primaires. Et donc, ceci montre quoi? Que l'hypophyse contrôle les testicules et donc elle est nécessaire pour le fonctionnement des testicules et pour aussi donc la spermatogenèse et la production de la testostérone. Autrement dit, les testicules nécessitent pour le fonctionnement l'hypophyse qui est donc indispensable aussi pour les caractères sexuels primaires et aussi secondaires. Donc, c'est ce qu'on peut écrire dans la conclusion, c'est que l'hypophyse, alors, elle contrôle l'activité testiculaire, elle est nécessaire à la spermatogenèse
et le maintien des caractères sexuels primaires et secondaires. Alors, la même expérience maintenant, on peut vous donner des documents qui représentent, comme vous voyez, des coupes de tubes séminifères chez le rat hypophysectomisé, et puis une coupe de tubes séminifères chez un rat normal. Alors, ce qu'on vous demande normalement, c'est une comparaison. Et à partir de cette comparaison, vous allez tirer une conclusion. Alors, en fait, la comparaison aussi représente une analyse, qu'on appelle aussi une analyse comparative, si vous voulez. Alors, un tel exemple a été proposé d'ailleurs à l'examen de bac 2014, c'est un principal. Alors, voyons comment faire une comparaison. Alors, je vous rappelle que la comparaison veut dire donner les différences, mais aussi les ressemblances. Même si en réalité, surtout dans les examens, on insiste essentiellement aux différences, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors, comment pas comparer deux documents? Alors maintenant, on a deux cas, deux coupes, donc au niveau des tubes séminifères. Alors, pour faire une bonne comparaison, il faut tout d'abord commencer par préciser les éléments à comparer. Alors, quels sont les éléments qu'on peut comparer ici? Alors, voyons ensemble. On a tout d'abord, voyez, les cellules de Leydig, les cellules de Sertoli, les cellules germinales, et puis aussi les spermatozoïdes. Donc, on a en tout combien? 4 éléments, voilà. Alors, comment faire la comparaison? Ben, on ne va pas compliquer les choses. La comparaison peut être faite tout simplement sous forme d'un tableau. Eh bien oui, un tableau, d'ailleurs on l'accepte bien dans la correction du bac. Alors, notre tableau donc va comporter les éléments à comparer, c'est-à-dire les cellules de Leydig, les cellules de Sertoli, les cellules germinales et puis les spermatozoïdes, entre un rat hypophysectomisé et un rat normal. Alors, commençons par les cellules de Leydig. Alors, voyons donc les cellules de Leydig chez le rat hypophysectomisé et comparons-les avec le rat normal. Alors, que remarquez-vous? Alors, tout d'abord, voyez bien donc qu'il y a une différence de taille. Donc, chez le rat normal, les cellules de Leydig sont plus développées. Mais aussi, il y a une différence de nombre. Alors, le nombre, beaucoup qu'on voit donc les grandes différences du nombre. Donc, très nombreuses, ces cellules de Leydig sont très nombreuses chez le rat normal. Donc, c'est ce qu'on va dire, d'ailleurs, on va écrire. Et puis, les cellules de Sertoli, elles sont très développées chez un rat normal, mais elles sont très peu développées, même si vous voulez, on va dire atrophiées, hein, chez un rat hypophysectomisé. Les cellules germinales maintenant, on voit que chez un rat normal, bien sûr, toutes les cellules sont là, sont présentes, donc ce qui montre que tous les stades de spermatogenèse se déroulent d'une manière normale, alors que chez un rat hypophysectomisé, on voit seulement la première lignée, c'est-à-dire les spermatogonies. Et donc, les cellules germinales, donc exactement les spermatogonies, sont les seules présentes chez le rat hypophysectomisé, alors qu'elles sont toutes présentes. Les cellules germinales sont toutes présentes chez le rat normal. Enfin, les spermatozoïdes, c'est bien clair, ils sont absents chez le rat hypophysectomisé et ils sont présents chez le rat normal. Alors, ceci nous aide à tirer une conclusion maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, s'il n'y a pas d'hypophyse, alors pas de développement de cellules de Leydig, donc ces cellules ne fonctionnent plus.
ainsi que les cellules de Sertoli, et puis il n'y a pas de spermatogenèse. Et donc ceci montre quoi? Que l'hypophyse est nécessaire pour, bien sûr, l'activité testiculaire. Lorsqu'on parle d'activité testiculaire, donc essentiellement la spermatogenèse, aussi la sécrétion de testostérone. Et puis, apparemment aussi, l'hypophyse donc a une action au niveau des cellules de Sertoli. Donc notre conclusion doit comporter tous ces éléments de réponse. Donc l'hypophyse contrôle l'activité testiculaire. Donc elle est nécessaire à la spermatogenèse et au fonctionnement des cellules de Leydig et de Sertoli. Alors, l'expérience suivante. Alors cette expérience consiste à une injection d'extrait, vous avez déjà une idée sur ça. Là, il s'agit d'une injection d'extrait hypophysaire à un rat hypophysectomisé. On a déjà vu un exemple d'expérience d'injection de testostérone, si vous vous rappelez. Alors, généralement, les expériences d'injection sont faites pour montrer quoi? Alors, lorsqu'on parle d'injection, bien sûr, on injecte dans les vaisseaux sanguins. Et donc, une telle expérience, c'est pour montrer ce qu'on appelle le mode d'action d'un organe. Lorsqu'on parle de mode d'action, c'est-à-dire comment, par quel moyen agit un organe bien déterminé. Alors là, on parle de l'hypophyse. Alors l'injection de l'hypophyse, comme vous pouvez le constater, a permis donc une spermatogenèse normale avec une sécrétion de testostérone, bien sûr, normale. Donc ceci montre quoi? Donc les extraits, bien sûr, sont faits quoi? Ce sont des substances extraites à partir de l'hypophyse. Alors ces substances injectées dans le sang, donc elles sont capables de passer dans le sang, et puisqu'elles ont eu un effet sur les testicules, c'est que ces substances sont capables d'agir sur ces testicules, exactement, donc ces cellules au niveau des tubes séminifères. Et donc, ces molécules, ces substances capables d'agir de cette façon ne peuvent être que des hormones, bien entendu. Donc, l'hypophyse se crée des substances qui passent dans le sang et agissent sur les testicules. Eh bien, ce sont des hormones. Alors, les hormones, donc, sécrétées par l'hypophyse, ce qui n'est pas indiqué d'ailleurs par cette expérience, il s'agit de deux hormones, ce qu'on appelle FSH et la LH. Alors, voyons ensemble les rôles de chacune de ces hormones. Toujours grâce à des expériences, on va commencer par la première expérience qui consiste à une injection de LH à un rat déjà hypophysectomisé. Donc, ce rat qu'on lui a injecté de LH, on va voir les résultats qu'on va obtenir. Et par la même occasion aussi, on va voir comment analyser ce type de résultats. Donc, l'injection de LH a donné le résultat suivant. Donc, les cellules interstitielles, c'est-à-dire les cellules de Leydig, se développent de nouveau, deviennent fonctionnelles. Le taux de testostérone dans le sang augmente avec absence de spermatogenèse. Alors, la question qu'on peut vous poser là, quelle conclusion tirez-vous à partir de l'analyse des résultats obtenus? Alors là, nous sommes face à un texte. Je dois vous dire que l'analyse d'un texte, ça doit être normalement la chose la plus simple à faire. Alors pourquoi? Alors, c'est simple. Alors, votre analyse dans ce cas, ce qu'on va faire maintenant, doit être faite d'une manière qui permet d'arriver enfin à la conclusion demandée. Alors, on a trois résultats. Les cellules interstitielles se développent, le taux de testostérone augmente, mais
il n'y a pas de spermatogenèse. Donc, qu'est-ce qu'on va dire alors? Votre travail consiste à tout simplement réécrire les résultats, mais d'une autre manière, qui, si vous voulez, facilite donc d'arriver en fin de compte à une conclusion. Alors, donc, en absence d'hypophyse, ou plutôt, pardon, suite à l'injection de LH, alors qu'est-ce qui se passe? Les cellules de lait, qu'est-ce qu'ils font? Elles se développent. Et puis, le taux de testostérone augmente, alors que cette injection de LH n'a pas permis la production de spermatozoïdes. Voilà donc l'analyse qu'on peut faire dans ce cas. Et donc, ceci nous permet de dire quoi? Que la LH est capable d'agir sur quoi? Sur les cellules de Leydig. Et par la suite, sur la sécrétion de la testostérone. Donc, mais sans effet sur la spermatogenèse. Donc, la LH agit sur les cellules de Leydig, on dit pour stimuler la sécrétion de la testostérone. Alors, stimuler, c'est-à-dire pour, si vous voulez, déclencher. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va écrire. La LH stimule donc la sécrétion de la testostérone en agissant sur les cellules de Leydig, mais sans effet sur les cellules du tube séminifère. Alors, passons à l'expérience 2 maintenant. Alors, on va s'intéresser maintenant, bien sûr, à l'injection de l'FSH, qui a permis d'obtenir les résultats suivants. Donc, l'injection de cette molécule, de cette hormone, a permis la restauration des tubes séminifères, qui consiste au développement des cellules de Sertoli, et puis la multiplication des spermatogonies. Alors, si on vous demande d'analyser, donc, comme on l'a fait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, l'injection, on va dire tout simplement, dans l'analyse, l'injection de FSH permet le développement des cellules de Sertoli et le déclenchement de la spermatogenèse, par exemple. D'accord? Alors, ceci nous permet de dire quoi, en fin de compte? Que la FSH est capable d'agir sur quoi? Sur les cellules du Sertoli d'une part, et sur les spermatogonies pour déclencher la phase de multiplication. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'on injecte les deux hormones en même temps, la FSH et la LH. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Donc, le déroulement de la spermatogenèse, comme vous voyez, est normal, ainsi que les cellules de Leydig sont développées, les cellules de Sertoli, les cellules germinales sont toutes là, bien sûr. Et puis, donc, et la production de testostérone, comme vous le voyez. Donc, ceci montre quoi? Donc, lorsqu'on parle de rétablissement de spermatogenèse et de production de testostérone, donc ça, c'est un fonctionnement normal des testicules. Et donc, le fonctionnement normal des testicules nécessite en fait de compte les deux hormones en même temps, la LH et la FSH. Donc, c'est ce qu'on va dire dans la conclusion. Alors, voyons maintenant le rôle de l'hypothalamus. Alors, je vous rappelle, donc l'hypothalamus, en fait, c'est cette structure localisée au niveau du cerveau. C'est une structure, en fait, nerveuse, constituée de cellules nerveuses. Alors, il faut donc comprendre tout d'abord que l'hypothalamus, il ne s'agit pas d'une glande, comme le cas de l'hypophyse, mais plutôt c'est une zone nerveuse. Et donc, dans le cas de l'hypothalamus, on ne parle pas d'ablation. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas le faire d'ailleurs. Et donc, on parle plutôt de ce qu'on appelle une lésion de certains noyaux de l'hypothalamus. Voilà donc les noyaux. On voit les noyaux donc sont constitués de
corps cellulaire de cellules nerveuses, qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle cellules nerveuses. Hein, vous allez voir ça donc lors du deuxième trimestre échal, dans le thème de neurophysiologie. Et donc, lorsqu'on modifie ces noyaux hypothalamiques, voilà ce qui se passe. Alors, ça provoque tout d'abord une atrophie des testicules ainsi que d'hypophyse. Et puis, un arrêt de la spermatogenèse et de la sécrétion de la testostérone. Alors, pardon, là, j'ai dit donc atrophie des testicules, alors que l'hypophyse soit intacte. Hein. Alors, donc ça provoque l'arrêt de la spermatogenèse et la sécrétion de la testostérone, avec une baisse du taux plasmatique de FSH et LH. Alors, ceci montre quoi? Donc, apparemment, l'hypothalamus, a provoqué donc, a désifié plutôt, sur quoi? Sur, apparemment, l'activité de la FSH et la LH, donc la sécrétion de ces hormones a remarquablement diminué. D'accord? Alors là, lorsqu'on a dit que l'hypophyse est intacte, c'est-à-dire de point de vue un peu volume, si vous voulez, mais le taux de ces hormones a diminué. Et puis, il a un effet sur les testicules. Donc, l'hypothalamus agit sur l'hypophyse, mais aussi sur les testicules. Alors, donc, l'hypothalamus contrôle tout d'abord l'activité hypophysaire et par conséquent, les testicules. On passe maintenant à une deuxième expérience qui consiste à une section de ce qu'on appelle tige pituitaire. Voilà ce qu'on appelle tige pituitaire. La section consiste tout simplement à couper cette tige. Alors, on voit bien que cette section a donné exactement les mêmes résultats que ceux obtenus dans la première expérience. Ceci veut dire quoi donc? Ceci veut dire que l'action de l'hypothalamus sur l'hypophyse se fait à travers cette tige pituitaire. Alors en fait, cette tige est très riche en vaisseaux sanguins. Et donc, la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est une relation sanguine. Donc, on peut dire que l'hypothalamus, en relation avec l'hypophyse par ses capillaires sanguins, qui se trouvent d'ailleurs dans la tige pituitaire, ces capillaires apparemment transportent une substance qu'on peut appeler hormone puisque ça passe dans le sang, et cette hormone est sécrétée au niveau de ces noyaux hypothalamiques. Alors, voyons un peu plus de précision. Alors en fait, donc on a dit qu'au niveau de l'hypothalamus, voilà ce qu'on appelle les noyaux hypothalamiques, dans lesquels se trouvent ce qu'on appelle des neurones. Voilà un neurone. Vous voyez? Alors les neurones, comme vous voyez, donc en fait ce sont des cellules nerveuses, sont en contact avec les capillaires sanguins qui se trouvent dans la tige pituitaire ou encore tige hypophysaire. Au niveau de ces neurones, il y a sécrétion en fait d'une substance, d'une hormone qu'on appelle la GnRH ou encore gonadolibérine. Cette substance ou cette hormone produite, elle est libérée par la suite dans les capillaires sanguins pour agir par la suite sur soit les cellules de LH qui sécrètent la LH, donc là on est au niveau de l'hypophyse antérieure, ou encore au niveau des cellules de FSH. Alors, cette GnRH, cette molécule, donc, puisqu'elle est sécrétée par des neurones et puis libérée dans des capillaires sanguins, eh ben, on l'appelle une neurohormone.
Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment sont sécrétées les hormones hypothalamiques et hypophysaires. Et là, on va voir donc un autre exemple d'analyse. Il s'agit d'analyse de courbes. Alors voilà, on vous présente les variations du taux de GnRH, de LH et de testostérone chez le bélier. Alors, dont le fonctionnement de l'appareil reproducteur ressemble un peu à celui de l'homme. Alors, on vous demande de faire quoi? Analyser ce document et dégager tout d'abord le mode de sécrétion de ces hormones. Le mode de sécrétion, c'est-à-dire comment elles sont sécrétées. Et puis la relation de ce qu'on appelle relation de causalité entre les trois sécrétions. On va essayer de comprendre ensemble c'est quoi la relation de causalité. Alors commençons tout d'abord par le premier point, c'est-à-dire le mode de sécrétion de ces hormones. Donc vous avez une analyse à faire en fait. Alors l'analyse de courbe consiste à faire quoi en fait? Ça consiste à décrire les variations d'une courbe en utilisant les paramètres disponibles. Par exemple ici, le premier paramètre c'est le temps en heure et puis la concentration du GnRH. Et de même pour les autres molécules. Mais là, il faut faire attention. Donc, nous, on va juste exploiter ce qui nous permet de répondre à cette question. Dans notre cas, on cherche le mode de sécrétion de ces hormones. Alors, commençons par la GnRH. Alors, vous voyez bien que, tout d'abord, la sécrétion du GnRH, elle est comment? Est-ce qu'elle est continue? Ben non. C'est une sécrétion discontinue, si vous voulez. C'est-à-dire que le taux n'est pas constant. Voilà, là, il est faible. À environ 6 heures, on voit ce pic de sécrétion qui atteint jusqu'à environ 10 picogrammes par millilitre. Après environ 4 heures, apparaît un autre pic encore plus important qui atteint, il même dépasse 20 picogrammes. Pour la LH, la sécrétion aussi, elle n'est pas constante. On voit aussi donc que la sécrétion est faible, avec 10 pics de sécrétion. De même pour la testostérone. Alors, le point commun entre ces trois courbes, c'est que... Alors, à votre avis, quel est le point commun? Vous voyez, c'est que les pics de sécrétion, ce qu'on appelle d'ailleurs des pulses, sont toujours séparés par un intervalle de temps presque le même d'ailleurs, c'est presque 4 heures. Et donc là, on parle d'une sécrétion qu'on appelle sécrétion pulsatile. Parce que tout simplement, les graphes montrent ce qu'on appelle des pulses. Et donc, la GnRH, la LH et la testostérone sont sécrétées d'une manière pulsatile. Et donc là, on va surtout exploiter le facteur temps qui montre qu'il y a un intervalle de temps entre les pics de sécrétion. Alors, voilà ce que vous avez à dire. Donc, tout d'abord, la sécrétion de ces hormones n'est pas continue. Les graphes montrent que ces pics de sécrétion sont donc séparés par des intervalles d'environ 4 heures. Alors, on parle de ce qu'on appelle des pulses de sécrétion. Et par conséquent, on peut dire que la sécrétion de ces hormones, elle est dite pulsatile. Alors, ceci peut être compris parce que tout simplement, la GnRH, en fait, c'est une neurohormone qui est sécrétée par des neurones. Et donc, au niveau des neurones, la sécrétion se fait d'une manière pulsatile. Alors, maintenant, on va passer au deuxième point. Là, on cherche la relation de causalité entre les trois sécrétions.
Alors, bon, juste une remarque avant que j'oublie ça. Donc, pour l'homme, alors là, chez le bélier, donc, la sécrétion donc, se fait avec une fréquence d'un pulse tous les 4 heures. Alors, chez l'homme, ça se fait avec une fréquence d'un pulse toutes les 90 minutes. Alors, maintenant, pour le deuxième point. Alors là, il faut faire attention. On cherche ce qu'on appelle une relation de causalité. Alors le terme déjà causalité, ça provient, si vous l'avez remarqué, ça provient du mot cause. Alors on cherche laquelle des molécules est à la cause de la sécrétion de l'autre. Là pour cela, on doit jouer sur le facteur temps, on va voir laquelle de ces molécules est sécrétée en premier lieu. Donc on va faire une comparaison à l'échelle de temps. Alors, commençons par le pic de sécrétion de GnRH. Alors, ce pic envahit donc après environ 6 heures. Après un certain temps, apparaît le pic de sécrétion de LH, suivi d'un pic de sécrétion de testostérone. Et donc, vous voyez bien que entre les pics de ces 3 hormones, il y a ce qu'on appelle un temps de latence, si vous voulez. Un léger décalage, autrement dit. Et donc, c'est la GnRH qui est sécrétée en premier lieu, suivie par la LH, et puis la testostérone. Alors, c'est ce qu'on appelle donc une relation de quoi? De causalité. Alors, dans l'analyse, donc, vous allez décrire tout ça, c'est-à-dire, on va dire que chaque pulse de NRH est suivi après un certain temps par un pulse de LH. L'augmentation, chaque augmentation de sécrétion de testostérone se produit après un temps de latence par rapport au pic de LH. Et ceci montre qu'il existe donc cette relation fonctionnelle entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les testicules. Donc la GnRH qui est sécrétée d'une manière pulsatile stimule l'hypophyse qui sécrète la LH d'une manière pulsatile aussi. La LH stimule les testicules qui sécrètent la testostérone d'une manière pulsatile. Donc là, on parle d'une relation de causalité entre les 3 sécrétions. Alors enfin, juste une petite remarque, alors, vous pouvez rencontrer donc dans certains documents ou devoirs, on peut vous donner ce petit document de courbe. Alors là, vous pouvez vous demander alors où on ne voit pas donc la sécrétion pulsatile. Alors attention, là, il faut d'abord vérifier l'axe des abscisses. Alors là, on a donné un axe à l'échelle d'année, ici à l'échelle du jour. Et c'est là on peut voir les sécrétions pulsatiles. Vous voyez les pulses? Lorsqu'on vous donne un axe en heure. Voilà. Alors, l'activité du testicule, maintenant, est-ce qu'elle a un effet sur l'activité de l'hypothalamus et de l'hypophyse? Alors, pour répondre à cette question, on a 2 expériences à voir. On a des résultats à analyser. Alors, vous avez à gauche, donc, on a le taux, on a mesuré le taux de LH chez un animal. Et on a par la suite donné le taux de LH après la castration. Donc, la castration de l'animal a provoqué, comme vous voyez, une sécrétion importante de LH par rapport à l'état normal, avec une hypertrophie de l'hypophyse. Alors, hypertrophie, c'est-à-dire que le volume de l'hypophyse augmente énormément. C'est le contraire de l'atrophie. Alors, ceci montre quoi donc? Il n'y a pas de testicules, et voilà que l'activité hypophysaire augmente. C'est-à-dire que la présence des testicules, qu'est-ce qu'elle fait? Elle freine l'activité hypophysaire, donc freine la sécrétion des gonadostimulines, donc de LH et bien sûr de FSH, même si on n'a pas montré ça.
Alors, cette action, c'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Donc, je répète, les testicules, lorsqu'ils sont présents, freinent la sécrétion de LH et de FSH. Alors, cette action freinatrice, c'est ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Négatif parce que ça fait quoi? Ça provoque la diminution de taux de LH. Comme vous voyez. D'accord? Alors, l'expérience suivante, qui consiste à l'injection de la testostérone chez le castrat, c'est-à-dire l'animal castré, elle a provoqué, comme vous voyez, une baisse rapide du taux de sanguin de LH et un maintien du taux de FSH élevé. Alors, ceci, c'est pour dire tout simplement que ce rétrocontrôle négatif exercé par les testicules sur la sécrétion de LH est assuré par la testostérone. Donc, la testostérone, en fait, freine la sécrétion de LH, mais n'a pas d'effet sur la FSH. Alors, on va récapituler maintenant tout ce qu'on a vu. Donc, on a dit que l'hypothalamus, au niveau des noyaux, ce qu'on appelle l'hypothalamus d'ailleurs, il y a sécrétion par les neurones d'une neurohormone, la GnRH ou gonadolibérine. Cette neurohormone passe dans le sang, dans les capillaires sanguins de la tige pituitaire pour agir sur l'hypophyse, qui à son tour, sous l'action de cette neurohormone, sécrète deux types de gonadostimuline, la FSH et la LH. Alors, la LH, la FSH, qu'on appelle gonadostimuline parce qu'elles sont capables d'agir sur les gonades, les testicules ici, agissent au niveau, tout d'abord, des cellules de Sertoli pour la FSH et les cellules de Leydig pour la LH. Alors là, juste pour mémoriser cette information, alors la FSH, vous voyez donc avec la lettre S, agit sur les cellules de Sertoli qui commencent aussi par S. La LH avec la lettre L agit sur les cellules de Leydig avec la lettre L. Alors, sous l'action de la LH, les cellules de Leydig, donc la LH agit sur les cellules de Leydig pour stimuler la sécrétion de la testostérone, qui est, donc on va voir par la suite son rôle. D'autre part, les cellules de Sertoli, sous l'action de la FSH, sécrètent une hormone, on n'a pas parlé de ça, qu'on appelle l'inhibine. La testostérone, on a déjà vu ça, agit par rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire et aussi assure l'apparition et le maintien des caractères sexuels primaires et secondaires. L'inhibine, cette hormone, est capable d'agir aussi sur, cette fois-ci, l'hypophyse antérieure par rétrocontrôle négatif en diminuant la sécrétion de FSH. Alors que la testostérone est capable d'agir sur tout le complexe de hypothalamo-hypophysaire, est capable d'agir directement aussi sur donc, la sécrétion de LH. Et puis, les cellules de Sertoli sont capables de sécréter aussi une protéine qu'on appelle l'ABP, autrement dit Androgen Binding Protein. Donc, comme indique le nom en anglais, c'est une en fait protéine de liaison qui se fixe à la testostérone pour la transporter vers les tubes séminifères afin d'activer la spermatogenèse. Donc voilà, ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle le schéma fonctionnel de la régulation hormonale de la fonction protectrice chez l'homme. Une dernière chose à dire ici, c'est que
l'hypothalamus, en fait, cette zone, se trouve sous l'influence des facteurs externes. Et donc, la présence, en fait, de ces neurones au niveau de l'hypothalamus, donc, permet à cette zone, donc, de percevoir les informations provenant de l'extérieur et qui vont avoir aussi une influence sur l'activité sexuelle de l'homme. Parmi ces facteurs, on peut citer par exemple la température, des facteurs excitants, etc. Voilà, je vous remercie bien. Salam alaikum.